Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans le sommet de l'éducation, apprendre et grandir dans la joie. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Pascal Derue, qui est anthropologue de formation, auteur, conférencier et formateur dans le domaine du jeu coopératif et de l'éducation par le jeu, fondateur de la boutique Casse-Noisette à Bruxelles. Bonjour Pascal. Bonjour, Lynn. Alors aujourd'hui, tu vas nous parler du jeu. Est-ce que tu peux nous dire ce que c'est pour toi le jeu et qu'est-ce que c'est jouer pour l'enfant? Pour l'enfant, jouer, c'est essentiel. Et j'ai envie de dire essentiel sans qu'on le compare à une autre activité. On ne demande pas à l'enfant si jouer, c'est mieux qu'être aimé de ses parents, si jouer, c'est mieux que ceci ou cela. Jouer, c'est essentiel. Et quelque part, aujourd'hui, en tout cas dans les sociétés occidentales, je pense que presque tous les adultes savent cela parce qu'ils ont été bien formatés par le discours des sciences sociales, de la psychologie. Mais ce n'est pas parce qu'on le sait qu'on en fait quelque chose de concret dans sa vie et dans sa famille, et donc qu'on le met soi-même dans ses essentiels. Et donc, je pense qu'un des engagements une des découvertes d'abord de ma vie, puis un engagement de ma vie, c'était de tenter de redonner de la place à ce jeu et que ça va trouver écho ou pas selon ce qui se passe entre des personnes comme moi, des lectures et le public. Et je dirais qu'en gros, une grande partie du public montre bien qu'il y a une fracture entre c'est essentiel pour l'enfant et les choix qu'ils font en faisant passer avant tout ce qui est la vie normale, donner à manger, aimer, soigner, vêtir, mettre à l'école, donner une éducation musicale, et qu'en fin de compte, le jeu se retrouve tout en bas de l'échelle. C'est le temps qui reste, c'est le temps qu'on concède à l'enfant quand tout le restant a été fait. Et donc, il y a quelque chose qui ne va pas entre le discours ambiant de dire c'est essentiel et finalement la place qui est réservée au niveau du jeu. Pour moi, le jeu est très très important parce qu'il va représenter l'outil ou le chemin qu'on n'aurait pas pu mieux inventer pour permettre à l'enfant de découvrir la vie à partir de deux instincts qu'on lui reconnaît aujourd'hui, qui sont la curiosité et l'enthousiasme. Et rien qu'avec ça, l'enfant va se mettre en chemin sur des tas de plans dans sa vie, va découvrir son corps, va découvrir le corps des autres, va découvrir sa mobilité, ses capacités, va découvrir son lien avec des adultes, son lien avec des pairs, va entreprendre des stratégies, va oser, va prendre des risques et donc va grâce à cela complètement s'investir dans ce que c'est un corps qui découvre la vie, ses possibilités, son environnement, son adhésion à une culture. Et comme d'autres, je dis bien, si on avait dû inventer un outil ou un chemin pour qu'il puisse exercer cette curiosité, cet enthousiasme, est-ce qu'on aurait pu inventer quelque chose de mieux que l'aptitude ludique que le jeu? Et donc voilà, il y a un mariage là qui se passe et qui est vraiment intéressant si on l'exploite. Et je pense que la plupart des éducations qu'on donne aujourd'hui sont très restrictives par rapport au jeu. C'est toujours le dernier compagnon auquel on recourt ou bien on le récupère parce que l'enfant va mieux comprendre qu'en jouant, ça fera ceci, mais on n'a quelque part pas de confiance dans le jeu. Or, les expériences qu'on mène dans des écoles alternatives ou le regard qu'on peut porter au niveau anthropologique dans les sociétés où l'enfant est, entre guillemets, laissé à lui-même avec ses pairs, montrent qu'à travers le jeu, qu'à travers sa relation avec des enfants du même âge ou un peu plus âgés, il s'ouvre à une potentialité de connaissances qui ne sont pas spécialement intellectuelles, qui sont sur tous les plans, et qui font finalement de lui quelqu'un
de très aptes dans des domaines dont l'école parle peu, qui sont la maîtrise des plantes, qui est la maîtrise du silence, la maîtrise de l'eau, la maîtrise du feu, de toute une série de choses qui font fondamentalement partie de notre rapport à la vie. Je voulais commencer peut-être par une comparaison que j'emploie souvent, mais qui me semble très juste. Un poisson sans eau est un poisson qui meurt. Un enfant sans jeu, est-ce que je vais dire que c'est un enfant qui est mort? Je vais dire en tout cas que c'est un enfant qui dépérit. Je prends tout de suite deux exemples. J'ai eu l'occasion de croiser dans le lieu où je travaillais une femme sud-africaine qui s'appelle Sharon Devils et qui a mis un certain nombre d'initiatives de jeux au service des enfants. Et elle a notamment créé une ludothèque sans jambes au KwaZulu-Natal, qui est une région d'Afrique du Sud. Et en fait, cette ludothèque, elle s'appelle ludothèque pas sans jambes, mais sur jambes, parce que les endroits où les ludothécaires se rendent sont des endroits où on n'accède pas en voiture. Et donc, le matin, elles trient des jeux, les chargent dans le sac à dos et partent vers les villages qu'elles veulent rencontrer. Et leur mission est entre autres consacrée à des enfants dont les parents ont eu le sida, qui sont eux-mêmes contaminés et qui, dans l'organisation sociale de l'Afrique du Sud, ont été regroupés en maisons familiales, donc une série d'orphelins avec des éducatrices. Et la première fois que la ludothécaire qui parle arrive dans ces maisons, elle découvre toute une série d'enfants assis sur les marches de la terrasse avec des airs dépressifs, etc. Et sur 3 visites, vraisemblablement en 3 mois, elle va vraiment voir que chaque fois qu'elle vient avec des jeux, l'attention des enfants commence à changer et qu'ils passent progressivement des postures où ils sont écrasés par la maladie et par une souffrance qu'ils ne peuvent sans doute pas nommer. Il y a de l'intérêt et des yeux brillants qui apparaissent sur les visages parce que le jeu arrive. Donc le jeu, il est lié à la vie. On peut prendre des exemples aussi dans les camps de concentration, dans des récits que fait Georg Eisen, les enfants durant l'Holocauste, où les enfants, alors qu'ils sont sur le chemin même de la chambre à gaz, avec conscience ou pas, ils s'accrochent à leur jouet parce que le jouet, c'est le lieu de la survie. Ils vont même faire dans le camp des jeux où, en jouant, ils vont apprendre à devenir plus forts pour résister aux gardiens. Il y a un autre exemple plus proche de nous, pour dire combien le jeu est quelque chose qui nourrit. Je donnais une formation en Corse et à des éducateurs, et à midi, j'étais seul dans le réfectoire et je m'assieds avec mon plateau à côté d'un adolescent de 12 ans et j'entre en conversation avec lui. Alors il me demande ce que je fais, je lui dis que je viens jouer avec ses éducateurs et la conversation, évidemment, elle est un peu menée par mes questions et je lui demande à un moment si ses parents viennent le visiter. Il me répond oui. Et je lui demande qu'est-ce qu'il fait avec ses parents lors de ses visites. Alors il dit, ils prennent mon linge, il demande si mon vélo est en ordre, il me donne un peu d'argent de poche, etc. Et moi, évidemment, par des formations professionnelles, je lui dis, est-ce qu'il joue parfois avec toi? Et alors là, c'est le blanc, les yeux qui se lèvent, et l'enfant qui dit « Oh, ça, j'aimerais tellement bien ». À 12 ans, on a encore faim de ce jeu parce que le jeu dit tout à fait autre chose que les soins essentiels qu'on donne à l'enfant. Et donc, une des questions qu'on pourrait se poser, c'est « Mais qu'est-ce que le jeu a d'essentiel par rapport à d'autres domaines qui ne sont pas la nourriture, la santé, les habits, etc. » Qu'est-ce qui lui est propre? Et donc, j'imagine que pendant l'interview, je répondrai de façon diverse à cette question-là, mais elle me semble une nourriture essentielle. Alors, dans cette maison du jeu,
Donc, c'est essentiel que le jeu représente pour l'enfant. Je dirais qu'il n'y a pas une façon de jouer, il y a 1000 façons de la traverser. Il y a l'enfant qui joue tout seul, l'enfant qui joue avec ses frères, l'enfant qui joue avec d'autres enfants, il y a l'enfant qui joue dehors, qui joue dedans. Il y a l'enfant qui joue sans consommer, il y a l'enfant qui joue en consommant, il y a l'enfant qui joue avec rien, il y a l'enfant qui joue des jeux de société, il y a l'enfant qui s'éclate dans la nature, etc. Et j'ai envie de dire qu'il y a deux moments particuliers qui retiennent fort mon attention. D'une part, c'est le jeu libre, parce qu'il nous donne des indications tout à fait différentes de ce qu'on fait habituellement du jeu. C'est un jeu exploratoire, c'est un jeu qui n'est pas sous le regard des adultes, donc c'est un jeu qui se passe sous d'autres lois que l'enfant peut expérimenter, avec d'autres risques, avec d'autres champs qui s'ouvrent et qu'on ne lui permet pas. Et donc, j'ai envie de dire que l'adulte, s'il n'est pas conscient de l'importance de ce jeu libre, devrait être conscient tout de même qu'il conditionne beaucoup les temps de jeu de l'enfant en organisant la journée et en lui laissant ce qu'il lui laisse. Merci Pascal. Est-ce que tu pourrais nous parler de ce que le jeu peut apporter à la vie de famille? L'enfant, il vit dans une famille et donc ça veut dire qu'il vit avec des adultes. Et donc, je changerais un petit peu la question en la reformulant autrement et en disant qu'est-ce que le jeu apporte dans un univers où des adultes et des enfants vivent ensemble, et ici en particulier, puisque c'est une famille dans un lien en principe d'amour. Alors la première chose qu'il apporte pour moi, c'est de la légèreté. La légèreté, tout simplement parce que l'enfant, comme l'adulte, vit une vie, en tout cas en Occident, qui est mouvementée, qui est stressante, qui suit un rythme. Et jouer, c'est rentrer dans un relâchement qui est bénéfique pour tout le monde, notamment parce que le jeu, en principe, n'est pas évalué et donc va permettre de décompresser quelque chose et de se révéler autrement. Et donc, je vais tout de suite associer à la légèreté quelque chose d'autre qui me semble fondamental. Le jeu est un acte gratuit. Et je vais presque même insister, dans ma propre vie, j'ai essayé, alors que ma vie était en grande partie consacrée au jeu, à ne pas tenir de propos qui soutiennent le jeu dans l'éducation qu'on fait à l'école comme outil, ou le jeu qui a sa place dans les team building. Non pas que je trouve que ce sont des mauvaises idées, au contraire, ce sont des bons instruments, mais je ne veux pas du tout récupérer le jeu. Et je veux être le témoin dans mes propos et dans mes pratiques que le jeu en lui-même suffit et qui est un carburateur incroyable au niveau de l'enfant pour qu'il puisse inventer et découvrir sa vie. Alors, la gratuité, on est en train de l'explorer, je dirais. Moi, je trouve que c'est une chose merveilleuse. Et donc, je me suis demandé, mais quelle est la gratuité propre du jeu? Peut-être pour revenir à un tronc commun, la gratuité, elle s'exprime dans la musique, elle s'exprime dans l'histoire qu'on raconte le soir aux enfants, elle s'exprime dans la contemplation de la mer qui roule ses vagues, dans la contemplation du ciel étoilé, autant de choses qui, disons-le haut et clair, ne servent à rien, mais sont essentielles pour vivre et disent quelque chose sur notre humanité, sur cet être qui se relie à quelque chose qui le dépasse, qui le questionne et qui le fait marcher en avant. Je ne dirais pas qu'il le différencie des animaux, parce que qu'est-ce qu'on en sait, mais voilà en tout cas quelque chose de notre tissu humain. On le sent aussi à travers des exemples que je peux donner. Je me rappelle d'une formation que j'avais commencé avec des jeunes adultes et je leur avais demandé
quels sont vos souvenirs d'enfance? Et une jeune femme avait répondu, moi, c'était en hiver, la soirée du samedi soir, parce que cette soirée avait été choisie par papa et maman pour qu'on joue à un jeu de société tous ensemble. Et donc, de son enfance, le premier souvenir du jeu qui naissait n'était pas un jeu en particulier, le titre d'un jeu de société, un jeu avec des Barbie ou avec du Playmobil, c'était que le jeu l'avait nourri d'une relation toute particulière parce qu'ensemble, on s'était adonné à jouer ensemble. Et peut-être un autre exemple qui montre bien que, que le jeu est une nourriture dans les groupes. Je me rappelle d'une jeune femme qui me rappelait que sa ludothèque s'était engagée dans un contrat de jeu qui se passait dans un camp avec des gens du voyage à Carmaux, dans le sud de la France. Et lorsqu'avec l'assistante sociale, elle est venue introduire son projet dans le camp, elle a dû passer par la roulotte où se trouvait l'aïeul du village, qui, de sa fenêtre ou de ses marches, surveillait ce qui se passait. Et donc, c'est par elle qu'on passait pour entrer dans le camp. Et quand la ludothécaire a dit qu'elle avait un projet de 6 mois pour jouer avec les enfants, la vieille femme a haussé les épaules en disant c'est pas de jeu dont on a besoin, ce sont des toilettes supplémentaires parce qu'on est tous dans la boue, etc. Bon, mais tant pis, passé. Et donc pendant 6 mois, elle a joué avec les enfants, des jeux de magie, des constructions de molki, qui est une pétanque nordique. Ce fut un grand succès et j'en arrive à la fin de l'histoire qui est simplement de dire qu'en quittant l'espace de jeu et donc le projet après 6 mois, elle est allée saluer la vieille femme qui lui avait dit c'est pas de jeu dont nous avons besoin mais de toilettes. Elle a simplement dit j'espère que vous allez revenir. Elle avait vu combien le jeu dans un groupe humain, qu'il soit aussi grand qu'un campement de gens du voyage ou qu'une famille, change profondément quelque chose dans la tonalité et le goût du bonheur. Ce qui est spécifique au jeu, puisque c'est la question que je posais, c'est qu'il va... Bon, d'abord, souvent, moi, je définis le jeu par rapport à d'autres choses, par rapport à la lecture, par exemple. La lecture, c'est un moment où je suis seul avec mon imaginaire, même si maman me lit l'histoire. La musique travaille sur une vibration incroyable qui n'existe que dans la musique, et donc qui s'adresse à une certaine part de notre intériorité. Je pense que le jeu, lui, a notamment comme caractéristique qu'il est un combat symbolique entre des vivants. Symbolique, ça veut dire qu'on n'est pas dans une guerre qui fait des ravages stricts, etc. Donc, un jeu, c'est une expérience de combat où les liens, où les règles vont être bougées, puisqu'on va pouvoir inventer des nouvelles règles, et que la relation entre les personnes vont être changées. Et donc, ça, c'est déjà un très, très grand changement dans la structure de la famille. Quand papa et maman acceptent de jouer avec leurs enfants, ils changent de statut. Ils ne sont plus les parents, mais ils deviennent les frères et sœurs de jeu, même si quelque part, ils vont encore garantir une gestion des émotions, une gestion des conflits s'il y en avait. Et ça change beaucoup de choses, parce qu'on devient des égaux dans le jeu, et donc des nouvelles choses peuvent être permises, des lois différentes de celles de l'ordre familial, et également des victoires qui, ici, vont être permises. Je prends un exemple tout de suite pour qu'on comprenne. En principe, dans une vie de famille, un enfant ou un adolescent qui est fâché ne peut pas te donner à toi, l'adulte, une gifle. Je pense que pas mal de parents seraient d'accord avec moi. Tandis que dans un jeu, ce même adolescent ou ce même enfant peut battre tout à fait légalement son père ou sa mère et donc lui administrer une défaite, et le résultat de ce travail symbolique est très apaisant parce que le jeu nous rend apaisés dans la vie. En fait, toute cette violence ou cette rancœur qu'on a vis-à-vis de l'autre, même vraisemblablement vis-à-vis d'un frère ou d'une sœur,
peut s'écouler à travers l'espace symbolique du jeu. Et ça, c'est un catalyseur ou c'est une fonction incroyable au niveau du jeu qui apaise les familles et qui les restitue avec de la paix et parfois bien plus au niveau de la vie. Donc pour moi, ça c'est vraiment un des éléments essentiels au niveau du jeu. Je ne suis pas sûr que cette composante soit très active ou actuelle dans la place du jeu à l'école, etc. Les enfants font aussi dans l'expérience du jeu, l'expérience de lois qui sont différentes et qui montrent que s'ils ont à respecter des lois, les lois peuvent être crédibles au niveau des personnes qui les gèrent et qui les édictent. Je veux dire par là que je peux trouver dans la vie que la loi de mes parents, devoir rentrer pour 2 heures du matin, devoir ranger ma chambre, devoir finir mon repas, etc., sont vraiment pas des lois très drôles. Et qu'est-ce que je vois dans le jeu? Que papa et maman, étant mes frères et mes sœurs de jeu, respectent la même loi que moi. Donc, ils font la preuve que se soumettre à une loi est aussi possible pour eux. Et quelque part, ils deviennent crédibles quand ils proposent des lois ou une façon de faire dans notre famille. Ils sont dignes de confiance puisque eux-mêmes savent respecter des lois au cœur des jeux. Je pense aussi que le jeu est un formidable laboratoire. Outre qu'on peut explorer des thèmes impossibles dans la vie, être un chevalier, avoir beaucoup d'argent, faire ceci ou faire cela, et donc est une soupape de sécurité, une soupape d'exploration qui fait du bien à tout le monde. C'est un laboratoire hyper intéressant parce que sans danger. L'enfant va pouvoir faire des tas d'expériences, généralement sans danger quand elles sont dans le domaine des jeux de société et dans le domaine des jeux coopératifs. Je ne dirais pas toujours sans danger quand il est dans le jeu libre parce qu'il va tester ses possibilités, mais là, il va être regardé par ses pairs qui ont une expérience d'avance sur lui, etc. Qu'est-ce que c'est employer le jeu comme laboratoire? C'est découvrir qu'on peut essayer une stratégie, la rater, s'inspirer de la stratégie des autres, recommencer à souhait. Je vais donner un exemple qui est celui des colons de Catane, qui est un jeu qui est paru en 1995. C'est un jeu où on doit construire des villages, des villes, où l'argent est remplacé par des ressources. Ça veut dire qu'il faut avoir pour construire du bois, de la pierre, du blé, des moutons, etc. C'est un jeu qui a induit de nombreux jeux sur la même ligne, qui est un jeu passionnant. Et pour arriver à ce que je voudrais partager, pour construire un village, l'enfant a besoin de matériaux. Il a besoin de bois et d'argile ou de briques. Alors, il a des cartes en main, mais il n'a pas spécialement les bonnes cartes et les bonnes quantités. Et donc, il y a toujours une phase dans le jeu qui revient à chaque tour de jeu. Donc, chaque enfant va pouvoir être l'initiateur de cette phase, chaque adolescent, et de dire, mais qui veut bien me donner du bois parce que j'en ai pas? Et les autres vont lui dire, qu'est-ce que tu me donnes en échange? Alors, j'ai des cartes en main et je peux dire, mais si tu me donnes une carte de bois, je veux bien te donner une carte de mouton. Alors le frère va dire, c'est pas assez. Bon, alors je veux bien te donner 2 cartes de mouton. Et puis le frère va dire, c'est pas assez. Maman va s'en mêler, elle va dire, mais moi je veux bien te donner, une carte de bois si tu me donnes 2 cartes au choix, ou si tu me donnes 3 cartes. Et quelqu'un va entrer dans la négociation en proposant peut-être mieux, etc. Et l'enfant va choisir. Si, en restant figé, en disant « je ne veux pas donner 2 ou 3 cartes, mais qu'une seule », que de cette façon-là, il n'obtient rien, eh bien, il est dans un laboratoire où il découvre que donner un pour eux sans générosité, ça ne marche pas. Par ailleurs, non, 2 choses.
Quand il va renégocier, il se sera peut-être assoupli. Autre chose, il aura vu que sa sœur, dans la négociation avec son père, obtient relativement aisément, pour le prix de 2 cartes ou de je ne sais pas quoi, et peut s'inspirer des modèles qui sont autour de lui, comment maman négocie avec papa, comment ma sœur négocie avec mon papa, etc. Et donc reprendre à son compte des expériences dont il est témoin dans le jeu et qui peuvent être positives. Et donc, moi je dis, il se passe là un laboratoire hyper intéressant, parce qu'on peut essayer des choses, que c'est sans danger, puisque de toute façon, si on perd, ça dure le temps du jeu, et la fois prochaine, on peut fonctionner autrement. Et donc, on est vraiment dans une école de quelque chose qui est essentiel à apprendre à négocier. Et donc, si je continue mon exemple, je peux penser qu'un enfant qui, le lundi, va chez son prof et lui dit « Je n'ai pas terminé mon devoir, est-ce que je peux le remettre demain ?» Je peux penser qu'un enfant ou un adolescent qui joue au colon de Catane a bien plus de chances d'obtenir le report de son devoir au lendemain qu'un enfant qui ne joue pas au colon de Catane parce qu'il a appris à négocier, et je ne vais pas lui jeter la pierre. C'est le rôle des jeux de nous mettre dans des laboratoires où nous pouvons essayer la vie. Ça me semble important. Et si nous étions davantage conscients de cet enjeu, de ce qui se passe au cœur des jeux, nous mettions peut-être davantage du jeu de société dans les relations avec nos enfants parce que ça crée du bonheur. Je me suis ensuite demandé, j'ai ensuite remarqué que le jeu dans une vie de famille, c'est quelque chose qui va dans les deux sens. C'est une rencontre. Et donc que nous, les adultes, nous sortons gagnants de cet espace, et que les enfants sortent gagnants de cet espace. Alors, regardons d'abord ce que l'adulte apporte dans cette relation. Et là, on va arriver à quelque chose d'essentiel dans moi, ce que je partage au niveau du jeu. On arrive très très vite au jeu comme le lieu d'un signe de l'amour. Je me rappelle d'une formation que je donnais en Alsace et il y avait une maman qui, lors de l'évaluation, nous a dit « Je vais vous dire la raison pour laquelle j'ai suivi cette formation de 2 jours avec vous tous et avec Pascal. En fait, mon enfant de 6 ans m'a posé une question qui m'a assez surprise. Il m'a demandé il y a quelques semaines « Maman, est-ce que tu m'aimes ?» Donc, il m'a demandé pour ma plus grande surprise, « Maman, est-ce que tu m'aimes ?» Une question évidemment presque lourde pour un papa ou une maman qui reçoit ça. Imaginez toutes les réponses qu'on ferait sans réfléchir à cet enfant, évidemment que je t'aime, pour le rassurer. Et elle a sans doute dû prendre le temps de tourner 7 fois sa langue dans la bouche. Et au lieu de le rassurer, elle lui a renvoyé une autre question et elle lui a dit « Quand est-ce que tu sens que je t'aime ?» Et l'enfant lui a fait cette réponse, moi qui éclaire toute ma vie, je sens que tu m'aimes quand tu joues avec moi. Alors, quand on est illuminé par une réponse telle que celle-là, on se dit vraiment que le jeu est de l'essentiel, parce que quand je rejoins un enfant dans le jeu, il reçoit des cadeaux qui sont bien au-delà du jouet ou de l'objet jeu, mais qui sont bien produits et donnés par l'acte de jouer. Et c'est pour ça que je disais que le jeu dans sa rencontre entre l'enfant et l'adulte, c'est un moment jubilatoire parce que l'enfant va être rejoint dans ce qui est le plus précieux pour lui, à ses yeux, jouer, encore jouer, toujours jouer. Et que si l'adulte vient près de lui en l'aimant et en appréciant le jeu, il lui délivre ce message « J'ai arrêté tout ce que je faisais pour être avec toi parce que tu es précieux à mes yeux. » Et donc là, on est vraiment sur le signe
de l'estime que j'ai pour mon enfant, et nous savons tous que l'estime, c'est le début de la confiance en lui-même, c'est le début de l'autonomie, c'est l'encouragement à y aller de ses propres pas, dans ses propres recherches pour devenir le garçon ou la fille qu'il veut devenir, et pas spécialement sur les modèles qu'on attend de lui. Donc là, pour moi, on est dans le sens plein de ce que c'est un adulte qui aime par rapport à un enfant, mais ça poserait évidemment la question de l'adulte qui joue pour faire plaisir parce qu'il ne délivre pas tout à fait le même message, mais qu'on peut progresser. Deuxième chose que l'adulte apporte à l'enfant, c'est une transmission de valeurs, mais sans moraliser. Et ça, c'est assez extraordinaire parce que nous sommes parfois dans le langage, c'est bien, c'est mal, mais ici, rien que par la complicité qui va se passer dans cette communion au niveau du jeu, l'enfant va être témoin de manière débonnaire de papa et de maman qui sont avec lui et qui traduisent à la fois leur bon côté, mais aussi les choses essentielles auxquelles ils tiennent. Ça peut se passer de façon très différente. Ça peut se passer dans la patience que j'ai avec un enfant, et je deviens la valeur de la patience passe sans que j'ai besoin de faire des commentaires. Ça peut se passer dans la compassion que je vais avoir pour mon enfant quand il perd. On y reviendra parce que je pense que le jeu mène à la compassion, que la coopération mène à la compassion et que la compassion, c'est un élément important pour vivre la vie sur notre planète. Mais par exemple, une valeur qu'on peut faire passer, c'est aussi des valeurs qu'on fait par le choix des jeux qu'on met au cœur de notre famille. Et donc, dans le bonus que je propose avec cette conférence, cette interview, je présente un jeu qui s'appelle Marchand de sable. Alors, c'est pas un jeu qui a une grande consistance, mais c'est un jeu qui fait exactement passer ce qui me semble essentiel pour que l'enfant puisse avoir des racines de profondeur qui me semblent essentielles pour vivre sa vie. C'est un jeu qui est sur l'émerveillement, sur la contemplation d'étoiles dans un jeu de société. Et donc, rien que par le choix du jeu, rien que par ma proposition d'adulte à le jouer, je lui dis sans moraliser que savoir rêver, savoir prendre du recul, savoir se nourrir des choses invisibles, c'est essentiel pour vivre. Je dirais aussi, c'est pas le moindre, que jouer avec mes enfants, c'est remplir une de mes missions. Avoir mis des enfants au monde, c'est en prendre soin. Et prendre soin d'un enfant, c'est pas seulement les habiller, les amener chez le médecin, mais c'est aussi nourrir toutes ces parts qui font que c'est un être de relation et un être humain. Mais le mouvement va aussi en sens inverse et donc quand nous jouons avec les enfants au cœur d'une famille, nous sommes gagnants. Nous sommes gagnants parce que nous allons être nourris par l'enfant. Et donc cet enthousiasme et cette curiosité que j'ai citée en début d'intervention, je pourrais l'exprimer autrement et je dirais que l'enfant, mais nous le savons tous, quand il prend une coccinelle ou qu'il prend un bourgeon au printemps et qu'il le regarde, il arrête toute la vie, il est dans l'instant présent. Et moi, je pense que quand on joue avec les enfants ou quand on est avec eux simplement pour les regarder jouer, ce qui est pour moi pleinement participer au jeu de l'enfant, on est devant, j'aime pas l'image de maître, mais de personnes inspirantes sur ce que c'est vivre dans le présent. Je me dis toujours, les gens, ils se payent plein de formations, ils font du yoga, ils se payent mille et une choses pour réapprendre à vivre dans l'instant présent, alors qu'ils ont des modèles sous la main et des pratiques qu'ils peuvent mettre en œuvre de façon quotidienne pour être tout le temps nourris sur cette façon d'abandonner les soucis d'avant et les soucis d'après, même si on va y revenir, pour savoir être dans cet instant et le goûter, le savourer et sentir l'air sur son corps et sentir le plaisir nous envahir et sentir le bon d'une relation quand elle se passe et pas déjà être dans le souci d'argent, d'impôts, de conflits à gérer par après.
La deuxième chose que l'enfant nous rappelle, et il le fait quand il saute dans nos bras parce qu'il nous aime, c'est de nous rappeler qu'une vie sans être jugée est quelque chose de merveilleux. Et donc moi, c'est une expérience que j'ai souvent avec mes petits-enfants, puisqu'ils quittent la maison, ils reviennent une semaine plus tard, et alors ils te sautent dans les bras, ils te serrent, oh papi, oh mamie, que c'est bon d'être chez vous. Et donc il sert cet homme ou cette femme qui est à la fois ombre et lumière, mais euh, ils ne te jugent pas, ils te prennent comme tu es. Et s'ils te prennent comme tu es, c'est parce que tu étais le grand complice de ces moments de joie qu'on a vécu ensemble. Je me rappelle quand j'ai eu mon premier petit enfant, Laïna, et qu'elle avait 3 ans, et que j'investissais le magnifique jeu des blocs en bois, où tous mes petits-enfants ont joué pendant 6-7 années, tellement il est riche, s'il est bien choisi. Euh, J'avais bien préparé mon coup, ça avait failli rater parce qu'elle trouvait dans un premier temps que les blocs en bois, c'était un peu nul à côté des jouets colorés, et puis j'étais parvenu à me retourner. Donc je sortais de ce moment, mais avec une joie débordante, et donc je ne pouvais pas m'empêcher de lui dire au moment où elle partait, de dire, Laïna, merci d'avoir joué avec moi. Et alors elle m'a répondu, de rien, papy. Elle savait très bien que nous aussi, nous sommes nourris de ces moments. Voilà. Je pense que vivre sans être jugé, ça c'est une grâce extraordinaire. On est tout le temps évalué, on est tout le temps jugé. Je pense qu'on y reviendra encore plus tard à travers d'autres exemples. Et donc peut-être qu'on le voit dans mes yeux, être avec des enfants dans le domaine du jeu, il n'est pas rare que la source de la joie commence à couler. Et ça, c'est une source qu'on ne commande pas et qui, dans des instants, comme on peut être ému tout à coup par une musique, ou qu'on peut être ému par un amour, ou par ce premier enfant qui naît lors d'un accouchement, eh bien le jeu, il est aussi productif de ces ruisseaux de joie dont le goût est tellement puissant et tellement fort qu'on va chercher à le retrouver, et donc qui va nous rendre fidèles à l'acte de jouer. Merci Pascal. Merci beaucoup. Ouais, ça me rappelle, tu vois, des souvenirs, ce que tu dis, et je me rends compte effectivement que, enfin, à quel point le jeu est précieux et à quel point c'est rapide de l'oublier peut-être. Et puis du coup, ça m'amène à cette question à la fois de comment on garde une place pour le jeu quand en tant qu'adulte, on a plein de choses à faire. Et puis aussi la question de, voilà, si on se sent pas vraiment capable de jouer ou si on a l'impression de pas arriver à aller sur le même terrain que ses enfants sur le jeu. Pour te donner une anecdote, par exemple, mon fils adore jouer au Playmobil et tu vois, moi, par exemple, je me sens un peu, parfois un peu dépassée par ces jeux et j'arrive pas forcément à rentrer dans ce jeu-là. Donc, comment faire pour trouver, voilà, de la place et pour le jeu et puis les jeux qui vont plaire à la fois aux adultes et aux enfants. Alors, je vais scinder ma réponse en deux parties. Une partie qui concerne l'adulte et une partie qui concerne le moment de jeu avec l'enfant. Et donc, toutes les deux concernent l'adulte, mais je pense que l'adulte doit d'abord prendre soin de son propre plaisir. Il y a quelque chose qui vient avant. C'est une situation très courante que, entre guillemets, la plupart des adultes n'aiment pas jouer. Ils pensent qu'ils n'aiment pas jouer. Mais donc la situation est qu'ils n'aiment pas jouer, donc ils ne jouent pas. Vraisemblablement, ils confondent les deux paroles suivantes. Je n'aime pas jouer et je n'aime pas un jeu. Et donc, parce qu'ils n'aiment pas un jeu, ils disent que je n'aime pas jouer. L'affirmation la plus courante, c'est de dire je n'aime pas les échecs, situation propre à 95% des adultes, donc je n'aime pas jouer. Je pense qu'on ne progresse par rapport à cette situation que s'il y a une prise de conscience, qu'on n'est pas jugé, qu'on l'acte en soi-même, qu'on la reconnaît,
et qu'on se met en marche à partir de ça. Pourquoi est-ce qu'il y a une prise de conscience? Mais soit parce qu'on écoute un temps de conférence comme celui-ci, soit parce qu'on a rencontré quelqu'un qui était lumineux des jeux qu'il faisait. Hein. Il suffit d'aller sur un festival de jeux, de voir une table familiale et de regarder non pas le jeu, non pas les enfants, mais de regarder ce père ou cette mère qui est magnifique de jouer avec ses enfants. Et donc de voir là des personnes qu'on a envie de devenir. Ça peut aussi être via une lecture, un raisonnement intéressant, ou une promesse. Et donc, j'aurais presque envie d'inscrire une promesse dans les propos que je tiens, de dire, je te promets que si tu te mets en marche dans le domaine du jeu, tu vas y trouver du plaisir, de la joie, du bonheur. Alors, une fois qu'on a fait cette prise de conscience, la seconde chose qui va montrer qu'on en a pris conscience et qu'on en fait quelque chose, c'est de se mettre en chemin. Et la première mise en chemin, c'est une mise en chemin non pas pour trouver des bons jeux pour sa famille, mais trouver des bons jeux pour soi. C'est une grosse différence. Et ça va demander des déplacements, des déplacements symboliques. À la place de lire un roman que j'aime bien, de lire un article ou de suivre une vidéo intéressante. Ça peut être un vrai déplacement parce que quelqu'un m'a dit que tel bibliothécaire dans la ville à 26 km de chez moi était une personne voilà, où ça coulait d'elle-même. Aller la rencontrer, ou de savoir trouver la boutique dont le ou la propriétaire est quelqu'un qui est à l'écoute, qui va partir de cette question qui est notre blessure intérieure. Mais donc, on voit déjà que je vais loin. Hein. Je vais devoir révéler ma blessure, que je n'aime pas jouer et je ne sais pas quoi faire. Et je vois que ça pourrait être un projet génial. Qu'est-ce que je fais avec ça? De quelqu'un qui nous écoute et qui, en plus, aura la compétence de nous deviner. J'ai passé mon temps et ma vie à deviner les gens, et pour ça, il faut avoir une quantité de ressources à l'intérieur de soi-même dans la connaissance des jeux, ce qu'on ne demande pas à la personne qui se met en chemin, pour savoir quel est le jeu qui va toucher la personne. Est-ce que c'est un jeu visuel? Est-ce que c'est un jeu d'adresse? Est-ce que c'est un jeu court? Est-ce que c'est un jeu pour plaire à son marque? Il y a des tas de raisons qui font qu'un bon jeu va être un bon jeu. Mais de nouveau là, je peux affirmer dans une promesse, et je ne vais même pas devoir la tenir puisque je ne suis pas en présence de toutes les personnes qui m'écoutent, qu'il y a pour chaque personne des jeux qui conviennent. Il y a tant de registres de jeux, il y a tant de jeux, et pas spécialement de jeux de société, de registres de jeux qu'il y a quasi pour tout le monde une porte qui s'ouvre et qui va être l'entrée dans ce monde des jeux, alors d'autres portes vont s'ouvrir par après. Je pense qu'on a besoin donc d'être épaulé, d'être étayé, d'être encouragé, qu'on a besoin de complices. Je pense qu'on a besoin d'oser dire à des personnes plus proches, alors, apprends-moi à jouer. Et donc j'ai tenu une boutique à Bruxelles avec des jeux de société et des jouets en bois. Combien de papas et mamans, enfin combien, quelques papas et mamans ont osé attendre qu'il n'y ait plus personne dans le magasin, c'est-à-dire qu'il y avait la démarche, pour me dire, je ne sais pas comment faire, apprendre à jouer. Et on pourrait rejoindre ta question sur les Playmobil avec ton fils. Je me rappelle de cette maman avec un petit garçon, 9 mois, apprends-moi à jouer. Et donc, je suis plus souvent dans la pratique, la parole, que dans le discours. J'ai dit, viens avec moi. On s'est assis par terre sur le plancher du magasin. J'ai attrapé mes fameux blocs en bois qu'on appelle des cubes en France, mais ce n'est pas seulement que des cubes. Et j'ai pris un cylindre
et je l'ai fait rouler vers le petit garçon de 9 mois, qui évidemment l'a vu. J'ai été reprendre mon cylindre, je l'ai à nouveau fait rouler, l'enfant l'a vu, a relevé la tête, j'ai été rechercher mon cylindre, je l'ai de nouveau fait rouler, et tout à coup, il l'a pris en main. Et il me l'a tendu. Et le jeu a continué comme ça. Et je voyais que la maman me regardait. Et alors, je fais une pause, et je lui dis, c'est pas moi qu'il faut regarder. C'est pas le cylindre qui roule, c'est ton enfant. Parce que la seule chose qui te permettra d'être fidèle au jeu et de revenir dans le jeu, c'est parce que cet enfant-là t'émerveille. Regarde comme il est beau, regarde comme il est intéressé, comment il est dans cet instant présent avec ce bête cylindre. Et regarde comment il a déjà progressé. Il est passé du regard à la prise en main et à la relation avec moi. Et si tu reviens au jeu, il va te montrer de séance en séance, de jeu en jeu, combien ce bout de bois et ta présence qui l'estime, puisque être émerveillé, c'est donner de l'importance à l'autre, va faire qu'il va grandir. Et donc, je dirais, dans le cas des Playmobil, ok que ça t'ennuie, pas de problème, mais nous avons le droit d'être dans le jeu sans rien faire. Et ça, c'est tout de même une parole très libératoire, se dire, je n'ai pas besoin de me dire, ça m'emmerde, qu'est-ce que je vais faire comme geste, etc. Je me rappelle une formation à Arras où j'avais trouvé la recette idéale. Des mamans crevées parce qu'elles sont mangées par la vie, et donc il y a un temps de jeu avec les enfants. Peut-être que certaines étaient enthousiastes, j'en sais rien. En tout cas, ça va de nouveau se passer avec mes fameux blocs en bois. Je dis aux mamans, les mamans vont se mettre au milieu et s'asseoir. Elles n'ont rien à faire, elles doivent juste regarder ce qui se passe. Une fois que les mamans étaient assises, bien surprises de n'avoir rien à faire, je dis aux enfants, nous allons prendre les blocs en bois et nous allons construire un mur, entre parenthèses symboliques, je ne leur ai pas dit ça, parce que autour des mamans pour qu'elles ne puissent pas s'enfuir. Mais ce fut un moment magnifique où tous les enfants étaient en train de jouer, moi avec eux, les mamans étaient au milieu, elles papotaient, elles regardaient, elles étaient bien au cœur du jeu, elles étaient dans le jeu, c'était magnifique. Donc, je pense que jouer avec un enfant, et surtout avec les tout petits, c'est pas nécessaire d'être un acteur, simplement être là. Par contre, l'autre question sera de se demander, mais quel est mon plaisir dans les jeux et comment je vais pouvoir trouver des passerelles entre ce que j'aime jouer et ce que l'enfant pourrait jouer avec moi. Et donc, c'est une vraie question dans ma recherche avec mes alliés de parcourir les registres du jeu qui sont bien plus larges que le jeu de société et les jeux de construction. Il y a du jeu à l'extérieur, il y a dessiné dans le sable, il y a mille et une choses à faire dans le domaine du jeu et de se dire, de voir quelles sont les passerelles et les ponts avec l'enfant et d'aller avec des propositions où le temps de jeu est aussi sur ma longueur d'onde. Ça me semble assez important. J'en reste toujours au niveau de l'adulte par rapport à sa motivation et donc dans sa démarche d'avancer dans le domaine du jeu. Je dirais d'essayer de penser le jeu en termes de cadeau et pas en termes de jeu de stratégie ou de jeu comme un événement à traverser. À partir du moment où on regarde le jeu comme un cadeau, la perspective change complètement. Parce que je me dis, tu es précieux et je vais t'offrir quelque chose de précieux, mon temps, et je vais le faire à travers ce que tu aimes en particulier du jeu. On verra que prendre du soin pour cela, c'est vraiment important. Je dirais aussi à quelqu'un qui se met en marche par rapport à sa timidité ou sa tiédeur à jouer, serait d'éviter de jouer avec des tyrans et des tricheurs. Je veux dire par là que on ne découvre pas son plaisir de jouer quand on est avec des joueurs, généralement adultes, qui jouent pour gagner un point, c'est tout. Et donc, qui écrasent tout le monde. Et donc, dès qu'on les a repérés, évitons de jouer avec eux, parce que le jeu, normalement, est un temps de plaisir partagé, que ce soit compétitif ou coopératif. Et donc, il faut qu'on puisse être à la maison,
fondamentalement. Je pense aussi qu'il faut commencer par des jeux qui sont courts et généralistes, mais en ciblant les bons pour nous. Alors, parfois, on découvre à travers ça son vrai niveau au niveau des jeux. Je pense par exemple à un jeu qui s'appelle Kangoo, qui est un jeu avec des petits kangourous qui sautent d'un joueur à l'autre, qui changent de joueur parce qu'on n'a pas des cartes, c'est assez drôle. Et des tas de parents vont dire « Oh, j'aime bien ce jeu, sous-entendu, je comprends bien les règles. » Le jeu est très très simple, les adultes sont à l'aise, et le jeu va être facilement partagé, il va être le détonateur via ce premier jeu d'autres recherches qui vont être recherchées, donc d'autres jeux qui vont entrer dans une famille. Quelque chose qui me semblait aussi très 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 important pour quitter le fait que je n'aime pas jouer, c'est de comprendre un des mécanismes essentiels de ce que c'est jouer. Jouer, c'est relâcher quelque chose en soi. On ne rentre pas dans une partie de jeu sans mettre au vestiaire, on va dire le visage, on va dire le masque de ce qu'on est dans la vie courante. Dans la vie courante, nous sommes obligés de composer nos attitudes et nos postures pour obtenir quelque chose, pour rencontrer l'institutrice, pour plaire, etc. Et le jeu, il se fout de tout ça. On peut venir dans le jeu tel qu'on est, et donc, il faut quitter le sérieux de la vie et accrocher au porte-manteau ce qu'on est et accepter de se révéler avec sa vulnérabilité, avec ses incompréhensions, avec ses ratés, avec sa peur de perdre. Et voilà, il y a un relâchement, il n'y a pas de jeu sans ce relâchement possible, et c'est sans doute la chose la plus difficile. Et peut-être encore plus difficile pour les hommes que pour les femmes. Je ne sais pas pourquoi. Alors, tu as posé une seconde question, mais la place du jeu quand on a mille choses à faire, à partir du moment où on est convaincu que jouer est un cadeau, que jouer, c'est rejoindre ses enfants et ses adolescents, et parfois son mari ou sa compagne, dans quelque chose qui est essentiel pour nourrir la relation, eh bien, on doit faire de la place à cette motivation et à cette envie. Et donc, ça va bousculer des choses. Ça va bousculer nos priorités et ça va nous obliger à repenser notre agenda. Une autre façon d'aborder la réponse à cette question, et je pense que c'est aussi quelque chose qui est valable pour le public qui nous écoute, puisqu'il est motivé, puisqu'il cherche des chemins à approfondir ou à ouvrir dans le domaine de l'éducation. L'enfant nous pose souvent, et presque tous les jours, cette question « Maman, papa, est-ce que tu veux bien jouer avec moi ?» Et il va la reposer encore le lendemain, et encore le surlendemain. Et donc, c'est une incessante question de l'enfant, et comment j'y réponds? Et donc, souvent, j'y réponds parce que, de fait, je n'ai pas le temps, parce que pour ne pas jouer, je peux faire des tas de choses qui doivent être faites, et donc c'est tout à fait légitime. J'ai une vaisselle, j'ai de la cuisine, j'ai de la lessive, je dois être prêt pour mon boulot le lendemain, etc. Et donc, c'est une très bonne question à remettre dans nos oreilles, parce que elle est la question de l'essentiel. Et le jour où je remise cette question dans le placard, voilà, il y a une rupture qui se crée, que l'enfant va sentir progressivement, de la même manière qu'il sent quand un adulte joue sans plaisir. Un adulte qui joue sans plaisir ne fait pas passer le tiers du quart de ce que fait passer un adulte quand il joue avec plaisir. Et c'est vraiment injuste, parce que l'adulte qui joue avec plaisir, il n'a pas d'effort à faire et il fait passer du bonheur, il fait passer ces fameuses postures et valeurs qu'on transmet sans moraliser, il ouvre des vannes qui se donnent facilement, d'où l'importance d'aller trouver son plaisir et d'où l'importance de rentrer dans des registres où nous avons du plaisir et de savoir aussi dire à mon enfant, tu sais, les Playmobil, ça ne me branche pas, mais si on faisait
un jeu de saut à l'élastique ou qu'on construisait quelque chose dans le jardin ou qu'on faisait un camp avec une couverture dans le salon. Allons vers des choses qui nous touchent. Mais donc, on ne les improvise pas. Ça passe aussi par le recul. Moi, je pense que dans la vie, les reculs sont si importants de se dire, mais de quoi j'ai envie et qu'est-ce que je vais pouvoir proposer qui me régale et qui nous met en relation. Je voudrais donner deux exemples qui montrent, enfin, ou un exemple qui montre que par... Non, j'y reviendrai plus tard, ce sera plus facile pour illustrer un autre propos. Je dirais une façon de progresser aussi dans la place qu'on veut donner au jeu quand on a mille choses à faire, c'est de relire ces moments de jeu. Alors, relire ces moments de jeu, c'est simplement quand un moment de jeu s'est terminé, bien, malheureusement, parce qu'il y a eu une dispute ou qu'il y a eu des larmes, etc. C'est quand on a du temps personnel. Moi, mon temps personnel, c'est souvent au moment où je vais m'endormir, de pouvoir revoir un moment de la journée et de me dire oh là là, c'était pas fameux ça, ou c'était magnifique ce moment-là, ou dans telle formation, il s'est passé telle chose, ça me donne une idée pour la prochaine fois. Donc, les moments de relecture qui sont se dire comment j'ai vécu et comment j'ai aimé ce moment de jeu qu'on a vécu avec les enfants. Quand on fait ça, on allume en soi des fins qui prennent le relais et qui nous permettent d'encore et toujours répondre à la question maman, papa, est-ce que tu veux jouer avec moi? Parce qu'on va rentrer dans cette économie du cadeau en se disant mais j'avais préparé un moment de jeu, c'était un régal, ma famille est beaucoup plus belle, est tellement, pas beaucoup plus belle, est tellement belle dans ces moments-là, je vais aller encore chercher d'autres jeux, encore demander conseils, je vais préparer mes parties de jeu pour que ça devienne des moments extraordinaires. Donc, chez nous, à la maison, on préparait bien les moments de jeu. J'avais lu la règle à l'avance, ce qui demande du temps personnel que les enfants et les adolescents ne voient pas. On mettait des biscuits ou bien on savait que jouer, c'était associé à un gâteau qui viendrait après pour que la victoire ne soit pas la victoire d'un enfant, mais la victoire de tous. Et patati patata. Donc, relire, et c'est pour ça que quand on parle du jeu, on est dans l'essentiel, on n'est pas seulement dans un jouet qui roule sur des roues, dans une poussette qui avance ou dans une poupée qu'on serre dans les bras, on est dans un événement humain qui touche le lien, qui touche les valeurs, qui touche mille choses qui sont essentielles pour que le bonheur puisse s'installer. Merci Pascal. Je voulais juste rebondir sur avec deux petites anecdotes sur tous les éléments que tu donnes qui sont très très riches, mais juste deux petits points là qui m'ont rappelé des souvenirs. C'est l'année dernière, j'avais retrouvé un vieux jeu de Scrabble chez ma grand-mère. Et tu vois, j'avais peut-être pas joué depuis 10 ou 15 ans. Et en fait, on s'est lancé avec mon mari à faire quelques soirées de Scrabble. Et tu vois, ça a été vraiment, on a passé des soirées mais merveilleuses et on s'attendait pas du tout. Tu vois, parfois on cherche un peu, tu vois, avec des jeunes enfants, on cherche des moments qu'on va passer à deux. On se dit, il faudrait aller au restaurant, au cinéma, c'est compliqué, etc. Et là, on a juste pris un jeu de Scrabble et c'était vraiment, on a passé vraiment des super moments et c'était vraiment des moments où on s'est retrouvés, tu vois, on a eu plaisir à ça. Quel est l'autre élément hyper important que tu viens de citer que le Scrabble? Que c'était un jeu de ma grand-mère. Ah, Oui, c'est vrai. parce que en fait, quand on interroge les personnes ou les grands adolescents, avec ma grand-mère, je jouais. Il y avait cette nourriture entre elle et moi, ce lien. Comme quoi ta grand-mère t'a légué quelque chose d'essentiel qui est plus que le Scrabble. Oui, oui, c'est Il ça. va être simplement l'outil d'une relation. Ouais, tout à fait. Vous voulez donner un autre exemple? Et l'autre point auquel j'ai pensé là quand tu parlais, c'était sur le côté ne rien faire. Et tu vois, je me dis, c'est vrai que parfois, j'ai pas forcément l'idée de quel jeu je pourrais faire avec mes enfants, déjà parce qu'ils ont plein d'idées eux-mêmes, hein, ils ont une imagination débordante. Donc, mais quand ils viennent vers moi et qu'ils me disent à quoi on pourrait jouer, bah parfois c'est vrai que simplement j'attends. Et en fait, souvent on part en fait sur
tu vois, c'est simplement, je sais pas, comme s'il y avait tout d'un coup un monde imaginaire qui petit à petit se met en place, tu sais, une petite brique après l'autre, et on rentre dans quelque chose. Et tu vois, à propos des Playmobil, c'est vrai que, voilà, comme je te dis, c'est pas souvent, c'est pas ce qui me passionne le plus, mais parfois, comme tu dis, je me mets juste à côté de mes enfants et je les regarde. Et en fait, ils me font rentrer dans leur monde. Et moi, ça me permet de me reconnecter au, tu vois, au monde de mon enfance, à tous les mondes imaginaires que je me suis créé quand j'étais enfant. Et notamment, tu vois, j'aimais beaucoup les chevaux, donc j'avais imaginé que j'avais un centre équestre, etc. Et il n'y avait rien, mais c'était totalement dans mon imagination. Et vraiment, grâce à mes enfants, j'arrive vraiment à me reconnecter à ça, tu vois, à rentrer dans un monde imaginaire, à vraiment enchanter, tu vois, l'enchantement que Ouais. ça permet de retrouver, je trouve que c'est vraiment magique, quoi. Et donc, je te remercie de tout ce que tout ce que tu évoques parce que ça me permet vraiment d'en prendre conscience, tu vois. Moi, je voudrais donner deux petits exemples qui permettent d'avancer dans, par exemple, le choix des jeux. J'ai été témoin à travers deux exemples, de deux façons de choisir des jeux. La première, c'est une femme qui vient dans la boutique et qui, suite à une lecture, une rencontre, est très persuadée de l'intérêt des jeux coopératifs. Parce qu'elle pense que ça va résoudre des disputes. Et donc, elle me dit, et elle était là avec ses deux ados, 10 et 13 ans, je voudrais un jeu coopératif. Alors, dans notre boutique, on prenait toujours le temps d'ouvrir les boîtes, de s'installer à table, et si c'était possible, de jouer les 10 premières minutes de la partie. Et donc, voyant l'âge des enfants, connaissant mes ressources, les ressources existantes, je prends le jeu qui s'appelle L'île interdite et j'explique cette histoire qui a un bon scénario. Le scénario étant que nous sommes des archéologues qui allons piller des trésors d'autres cultures. En fait, j'ai oublié de dire que le jeu ne moralise pas, mais donc ça veut dire aussi qu'il hausse les épaules par rapport au thème. On peut jouer n'importe quoi dans les jeux pourvu qu'on respecte certaines limites qui sont ceux de la tyrannie et du racisme, j'ai envie de dire, de l'écrasement de l'autre. Et donc, on doit aller récupérer ces trésors. Mais l'archipel sur lequel on est, par ailleurs, il n'y a pas d'habitants dessus, se défend par sa magie et enfonce progressivement les îles dans l'eau pour submerger ses cachettes. Et donc, le but, c'est de parvenir à récupérer les trésors avant que l'inondation soit complète et d'attraper le fil de l'hélicoptère pour ne pas être noyé dans l'affaire. Dans un jeu coopératif, on gagne ou on perd tous ensemble. Et donc, j'explique ça. Donc, bon thème au niveau de l'aventure et des enfants. Et en même temps, moi, quand j'explique un jeu, je regarde toujours dans les yeux des personnes. Je connais tellement mes règles et tout que j'ai pas mes mains à travailler toutes seules pour expliquer. Et donc, je peux m'occuper de l'essentiel qui est de la demande et de voir comment la demande va toucher l'intérêt, le plaisir de cette maman, l'intérêt de ses enfants. Je vois bien que les ados, la maman, elle est ravie. Hein, c'est un jeu coopératif, il a un bon thème, etc. Mais j'ai envie qu'on joue. Et donc, voyant que les adolescents ne réagissent pas pleinement, je propose à la femme, engagement de ma part, puisque ça va reprendre à nouveau un quart d'heure, est-ce que vous voulez que je vous explique un autre choix? Elle me dit oui, quitte à prendre mon temps, allons-y. Et je lui dis, mais je vais vous surprendre, ce ne sera pas un jeu coopératif et le nom risque de vous étonner. Je dis OK. Et donc, je sors une boîte qui s'appelle Las Vegas. Et c'est un jeu qui se joue en 3 manches de 10 minutes. Oui. Je l'avais pris parce que au salon de Essen, salon du jeu en Allemagne, une de mes façons de choisir les jeux, c'était simplement d'écouter où ça riait le plus. Oui. Donc, j'étais arrivé à la table de Las Vegas où les groupes se succédaient les uns après les autres et c'était toujours un moment de bonheur. Bah, grâce à toi, je l'ai offert à Noël ce jeu et il a eu beaucoup de succès, hein, je confirme. Et donc, c'est avec des sous, avec des billets, avec de l'audace, on peut construire sa stratégie, c'est pas compliqué. Et donc, tout le monde prend son pied pendant la première manche. Et puis, ne voulant pas me mêler des choix, je pars à mon bureau en le laissant choisir, en leur montrant où sont les jeux. Je les laisse aller à la caisse
ou une collègue s'occupe d'eux, donc je ne sais pas ce qu'ils prennent. Ils s'en vont, je vais tout de même voir ce qu'ils ont pris, et ils ont pris l'île interdite. Sauf que la maman est revenue le lendemain, et qu'après avoir passé une nuit dessus, elle s'est dit, alors mon but, ce n'était pas de vendre de jeux, c'était que cette femme arrive à se dire, qu'est-ce qui va construire le bonheur dans ta famille? Qu'est-ce qui va être le vrai cadeau qui remplit la mission d'être ensemble? C'est ça le plus important, les jeux, on s'en fout. Les jeux, c'est l'outil du jeu, et puis c'est tout, quoi. mais c'est un super message. Ouais. Et l'autre exemple aussi magnifique que j'ai un jour l'occasion de voir, parce qu'il me montrait bien que le jeu est plus qu'un jeu et qu'il est occasion de posture. Une maman vient avec son garçon de 11 ans, 12 ans, et me dit, je voudrais lui offrir un jeu de société. Ok, asseyez-vous. Et puis, ça travaille dans ma tête, et je leur dis, je vais vous en montrer 3. 10 minutes, plus 10 minutes, plus 10 minutes. Et je commence par un jeu qui tape en plein dans les cordes de l'adolescent, Dungeon Twister, des combats avec des fantômes, des pièges, des forteresses dont il faut sortir, un jeu pour 2. Je vois que l'enfant il nage dans le bonheur, que la maman elle essaye de comprendre, que ça a l'air assez compliqué. Et puis je propose un second jeu pour 2 joueurs qui s'appelle Kahuna, magnifique sur un archipel avec du soleil, des règles bien claires, mais des bons développements. Moi, je sais en mon fort intérieur qu'on peut jouer 200 fois sans se lasser. La maman a l'air de bien comprendre et de trouver ça bien. Et puis, je montre un très beau jeu au niveau de l'esthétisme de la marque Gigamic qui s'appelle Corridor, qui est un jeu de traversée avec des couloirs très clairs. Vraiment le bel objet qu'on peut laisser sur une table, mais vraiment un bon jeu qu'on peut jouer de 2 à 4 joueurs. Et en fait, quand j'avais montré les 3 jeux, je les ai quittés en les laissant sur cette question. Et en fait, ce n'est pas en les laissant sur cette question, en posant cette question aux jeunes adolescents, dans ton choix, et je ne m'en mêle pas, demande-toi avec quel jeu ta maman jouera le plus souvent avec toi. Et il est sorti avec le bon choix, il est sorti avec calme. D'accord. Voilà des façons d'aborder, de dire nous pensons que nous devons accomplir ceci ou tel prodige pour jouer avec nos enfants, mais ils ont des réponses, ils ont une façon de nous accueillir avec bienveillance. Nous pouvons s'y faire confiance en cela. Oui. Moi, j'ai vu mon fils de 6 ans et demi, expliquer des stratégies sur un jeu collectif à ma mère. C'était vraiment sympa. Et effectivement, comme tu dis, il était très bienveillant en fait. Il avait une posture très bienveillante avec lui. Il disait non, mais tu sais, si on fait comme ça, c'est plus efficace. Il lui disait, oh, tu sais, moi aussi au début, je ne savais pas comment faire, mais comme j'ai joué avant toi, tu vois, j'ai eu le temps d'élaborer des stratégies. Et tout. C'est tout l'étayage qu'on trouve dans le jeu libre. Hein. Le rapport entre, je sais pas, un enfant de 5 ans se fait avec un enfant qui a 2 ou 3 années de plus que lui, et parce qu'il est beaucoup plus proche des expériences du 5 ans que l'adulte. Parce que quand on grimpe dans un arbre, sa jambe est à peine plus longue, donc il sait où il faut mettre le pied. Et on a un manque de confiance dans ce jeu libre, alors que les enfants, souvent, ont de la bienveillance pour les plus jeunes et s'en sentent responsables. Il y a un autre jeu chez moi qui est un petit peu déjanté, qu'on aime bien faire à la maison. Il s'appelle La Maison de Papy. C'est un jeu terrible. Mais tous mes petits-enfants jouent à pieds joints, sautent à pieds joints dedans. Je n'ai pas besoin de leur proposer parce qu'ils me le réclament chaque fois qu'ils viennent ici, qu'ils aient 5 ans, qu'ils aient 11 ans. Je leur dis qui veut bien venir dans la maison de papy. Alors c'est une maison terrible parce que je vais les manger. Donc ils me donnent la main. Hein. Et puis, la maison de papy, c'est n'importe où. Hein. C'est vraiment le jeu sans consommer. Ça peut être derrière le rideau de la cuisine, ça peut être dans le cellier, ça peut être en dessous d'une table. Et je les enferme cric-crac symboliquement dans ma maison en leur disant « Restez bien là, je vais chercher mon couteau et ma casserole. » Carrément. Alors, ils rient parce qu'ils savent. Le but, c'est de s'enfuir. Dès que j'ai le dos tourné pour chercher ma casserole
ou mon couteau, j'entends des piaillements et une course effrénée pour quitter l'espace où j'ai laissé un espace, et je commence à courir derrière eux. Et je ralentis mes pas pour pas les attraper parce qu'ils savent que l'endroit où on se réfugie, c'est dans les bras de mamie. Et ils arrivent tous en sautant dans mamie qui est assise. Elle n'a rien à faire, elle est assise dans un fauteuil. Et ça rit, et c'est bon. Et dès qu'on a ri, qu'on a explosé la joie et la tension du jeu, encore la maison de papy. Alors ça ne sert à rien. Mais nous devenons, à travers ces instants, l'adulte qui répond parfaitement à ce besoin de jouer, à ce dépassement des peurs, à cette nourriture essentielle d'être ensemble dans la vie. Et ça, c'est tellement important, tellement important. Et je me rappelle d'un autre exemple au Vietnam, mais dans mes relations de voyage, quand c'est possible, sans jamais l'imposer, je joue. Et donc ce matin-là, ça se prête bien, je joue avec des enfants dans un village. On fait vraiment les fous. À partir d'un jeu de domino, on a cavalé partout, on a tourné comme des toupies, etc. Donc on a vraiment pris notre pied. Et à midi, la maman nous invite à manger. Et puis, elle nous dit, est-ce que vous voulez voir la rivière? Chose plutôt rare en Asie, disons, faire une promenade pour aller voir une rivière. Si on va à la rivière, c'est pour faire la lessive ou d'autres choses. Et donc, nous allons à la rivière. Et il se passe cette chose extraordinaire que pendant la promenade, les enfants de 8, 9, 10 ans qui avaient joué avec nous glissent leurs petites mains dans les nôtres. Et c'est d'autant plus extraordinaire parce que mon expérience, je fais des marches en Asie, c'est que les enfants d'Asie, en tout cas, ont peur des Blancs parce qu'ils ne sont pas beaux, qu'ils ont des longs nez, et donc qu'ils sont effrayants. Et donc ça suffit pour mettre une barrière. Mais dès que tu joues avec eux, tu réponds à ces moments jubilatoires où un adulte rentre dans le jeu pour être près de toi. Et le jeu va allumer toutes les composantes qui sont liées, qui sont la confiance, l'estime de l'autre, la joie, etc. Oui, oui. Ouais, ce que tu me dis, ça me fait penser à toutes les fois tu vois, où on rentre dans le jeu d'un enfant. Tu vois, par exemple, il est en train d'imaginer quelque chose et nous, on rebondit dessus comme si c'était réel, tu sais, comme si il était vraiment un chevalier ou quoi. Et on voit le regard de l'enfant qui regarde et qui dit, ah, lui aussi, il comprend, ou elle aussi, elle comprend. Et tu sais, le moment où tout d'un coup, il y a une sorte de connexion qui se fait, c'est tellement magique, quoi. Ouais. Et est-ce que tu veux nous parler aussi du jeu en tant que vraiment, enfin, en quoi il est précieux? Du coup, là, si on élargit un peu pour la planète, pour l'humanité, dans le sens où la façon dont on vit ensemble. Donc, en gros, j'ai dit combien que le jeu faisait partie d'une éducation familiale, qu'une éducation familiale pouvait donner de la place au jeu. Je pense, je reçois de plein de personnes l'idée qu'une éducation sait préparer nos enfants à être des acteurs dans le monde de demain, dans un monde en crise, dans un monde avec son climat, les menaces de sa biodiversité, de ses injustices, où nous, comme d'autres, on fait ce qu'on peut, c'est pas grand-chose. Et donc, les ressources éducatives que nous avons dans nos familles ou à l'école pourraient les préparer à être confiants en eux-mêmes, quelles que soient leurs possibilités, les rendre autonomes, leur permettre de gérer des situations pour qu'ils puissent gérer la situation d'un monde où ils seront responsables dans quelques années, et de le faire en faisant passer en priorité l'intérêt collectif avant leurs intérêts personnels. Et je pense que le jeu se mêle aussi de cela, et qu'il est un chemin qui les pétrit dans ce projet éducatif. Et il les prépare de manière diverse. Je pense que quand un adulte joue avec un enfant, je l'ai dit tantôt,
Il vient près de l'enfant parce que cet enfant a du prix à ses yeux, donc il témoigne de son estime, et donc il donne à l'enfant confiance en lui-même et en ses moyens, qu'il soit petit ou grand. Il n'y a pas d'avancée sans qu'on ait confiance en soi-même, sinon on patauge, on est dans la vulnérabilité. Donc ça, c'est une première chose qui me semble essentielle. Seconde chose, et on va peut-être le recevoir davantage par la pratique des jeux coopératifs. Dans les jeux coopératifs, bon, d'abord un jeu coopératif, à la différence d'un jeu compétitif, se marque par les points suivants. Dans un jeu coopératif, on gagne ou on perd tous ensemble. Bon, le type simple du jeu, c'est le verger, hein. Soit le corbeau gagne, soit tous les joueurs gagnent. La deuxième chose, c'est qu'on a de 0 à plusieurs règles pour s'entraider. Ben, il y en a 0 dans le verger, d'une certaine façon, encore qu'il y a de nombreuses variantes où il y a une première règle où on peut donner ses fruits. À plusieurs, il y a des règles très, très intelligentes, où on va pouvoir prendre la tuile qui tombe sur le dos de l'autre, la prendre dans son sac à dos, etc. Et la troisième caractéristique, c'est que le défi commun, le danger, voire l'ennemi, ça peut être l'hiver, c'est un danger, ça peut être un défi, réaliser une mission avant que les 24 heures se soient écoulées, ça peut être un danger, un ogre qui veut nous attraper, etc., est toujours extérieur aux joueurs. Donc on ne va pas devoir identifier un des joueurs comme le méchant. Et de cela, de ces éléments, va sortir une défaite commune, beaucoup moins lourde à porter qu'une défaite solitaire, ou une victoire commune, qui va peut-être davantage marquer qu'une victoire personnelle, parce que dans une victoire commune, en s'applaudissant ou en se régalant, on se souvient du chemin qu'on a parcouru ensemble. Et ça laisse une trace beaucoup plus forte. Et ça nous met déjà sur la piste de l'intérêt collectif avant l'intérêt personnel. Dans les jeux coopératifs, on va être obligé de travailler des valeurs essentielles qui sont l'écoute de l'autre, l'écoute de soi-même, le partage de ses pauvretés, le partage de ses richesses. Hein. Le jeu coopératif, pour résoudre le défi, on va avoir une corbeille dans laquelle on va déposer tout ce qu'on a et tout ce qu'on est. En principe, dans un jeu compétitif, ma force, je la cache. Je la tiens pour moi, je m'en sers pour moi, puisque je m'en sers pour gagner. Je ne même pas. Donc, dans le mécanisme du jeu coopératif est très différent. Et parce que je peux déposer ma fragilité et profiter de la richesse de l'autre, puisqu'on met ça en commun, les peurs tombent. Et on sait combien les peurs sont source de blocage dans notre vie. Et donc, elles débloquent des tas de mécanismes de gestion, puisqu'il n'y a pas de menace. La confiance en soi, la confiance en l'autre. Qu'est-ce que donne une créativité collective à côté d'une créativité personnelle, surtout si j'en ai pas beaucoup. Voilà toute une série d'éléments qui sont là et qui font que on va être pétri par toute une série de choses qui ne sont pas souvent mises à l'honneur. Je dirais que vivre un jeu coopératif, ça ne sert à rien, qu'en vivre de façon récurrente, régulière, sous des thèmes différents, mais ça éduque vraiment, ça change nos postures, ça nous permet de nous inscrire plus facilement dans des mouvements collectifs, etc. Et la troisième chose que j'ai envie de dire, la coopération mène à la compassion. Donc, quand on joue des jeux coopératifs, on est souvent très proche d'attitudes de compassion. Alors, la compassion, on peut l'entendre sur deux niveaux. La passion de quelqu'un, c'est quelque chose qu'il aime.
et je me fais proche de la passion de quelqu'un ou la passion commune autour d'un thème, d'un mécanisme de jeu, la passion de l'enfant pour le jeu, je me fais proche avec tout le bénéfice qui se passe de proximité, d'empathie, et on sait combien l'empathie peut être importante au niveau des neurosciences. Et l'autre facette de l'empathie, c'est ma compassion pour la détresse de l'autre. Et dans les jeux, nous avons souvent l'occasion d'être celui qui compatit, si nous prenons le temps. Une partie de jeu est soudain bousculée avec ma petite fille parce qu'elle triche. Alors moi, dans les formations, quand je raconte cet exemple-là, je dis souvent aux personnes, votre enfant triche, quelle est votre réaction spontanée? Et généralement, les mots sortent, puisqu'on ne les réfléchit pas, c'est pas bien, ou bien tu peux pas faire ça, ou bien on recommence la partie, ou bien on arrête la partie, ou bien je triche encore plus qu'elle pour la dégoûter. Enfin, on a toute une série comme ça de choses qui jaillissent de nous. Alors quand ça s'est exprimé, je leur dis voilà comment ça s'est passé pour moi. Mais pour être honnête, c'est peut-être la seconde fois qu'elle a triché que j'ai mis en place ma stratégie. Parce que moment de recul le soir sur la partie de jeu, qu'est-ce que je fais la prochaine fois? Donc, allons-y à notre rythme. Quand ça se passe, je fais quelque chose d'abord qu'elle ne voit pas. Je me réjouis intérieurement. Pourquoi je me réjouis intérieurement? Parce que ça se passe dans un jeu et pas dans la vie, et parce que ça se passe dans un jeu avec quelqu'un qui l'aime. Pour le dire autrement, si ça se passe à l'école et que l'institutrice a prévu que dans ce cas-là, il y a une punition, voilà, c'est pas drôle. Et à la cour de récréation, il y a un certain nombre d'enfants qui vont se moquer d'elle parce que c'est une sale tricheuse. Autant que ça se passe dans un jeu avec quelqu'un qui l'aime et qu'on voit comment en sortir de façon bienveillante. La suite, c'est mon discours à moi, avec mes mots, et donc je lui dis, tu sais, quand tu triches, je perds mon plaisir de jouer avec toi. Elle dit, je ne le ferai plus, papy. Je dis, d'accord. Mais comment est-ce qu'on va se souvenir de cet engagement mutuel que je ne triche pas avec toi, que tu ne triches pas avec moi? Je ne sais pas. J'ai une idée. Il y a tout l'adulte qui va faire des propositions. L'adulte, dans le jeu, il a de l'expérience, il a une imagination, il apporte aussi d'autres choses. On va se taper dans les mains pour se souvenir. D'accord. On se tape dans les mains, donc la partie peut reprendre. Le samedi d'après, elle revient. Je peux jouer avec toi? Oui. Et puis j'arrête le jeu. Je dis, tu te souviens ce qu'on s'était promis la dernière fois? Non. Tu te souviens le geste qu'on avait fait? Ah oui, on s'était tapé dans les mains parce qu'on avait dit que ni toi ni moi, on allait tricher. C'est intégré. Tu n'as plus jamais triché. Le jeu est ce fameux laboratoire, on peut essayer des choses et recommencer, mais mon insistance serait de dire, ma compassion, c'est quand tu prends soin de ma vulnérabilité, quand je prends soin de ta fragilité, et nous pouvons l'exercer très souvent dans le domaine du jeu. Parfois, c'est un accro comme une triche ou des larmes à la fin d'une partie de jeu, ou le soir, en relisant l'événement, on peut se dire comment je vais aider
mes enfants, mes petits-enfants à progresser sur ce chemin difficile pour perdre en paix, parce que la vie ne s'écoule pas. Quand ils vont devoir gérer le monde de demain, ils vont apprendre à faire des deuils sur leurs intérêts privés. Ils vont devoir apprendre à faire des deuils sur des échecs et être résilients à repartir. Mais donc, on est en train de relier tout ce qu'on a dit, parce que quand je dis faire passer des valeurs sans moraliser, c'est exactement ça. C'est comment j'ai de la coopération avec mon enfant qui voit que la couverture qu'il tente d'accrocher dans le salon pour faire une cabane n'arrive pas à tenir. Comment, quand il n'arrive pas à mettre la pièce Lego au bon endroit, je prends soin de lui, j'arrête ma journée, ou bien je dis dans 5 minutes, je viens t'aider. Ces attitudes-là font que nous modelons et nous sculptons nos enfants sur des choses qui nous semblent essentielles, sans leur dire que c'est bien, que c'est mal, pour qu'ils puissent peut-être apprendre à entrer dans des compassions plus larges que celles qui sont naturelles dans la cour de l'école. Je défends mon petit frère ou ma petite sœur, et puis je peux passer à défendre d'autres enfants. Je vais défendre ma famille comme je pourrais défendre d'autres familles. Le jeu nous ouvre progressivement. Je vais défendre la planète, les différents peuples, parce qu'on est embarqué dans une histoire commune. Et donc, je pense vraiment que les jeux, c'est un incontournable dont plein de familles ne font pas vraiment l'expérience par ignorance et par manque de place de jeu dans l'éducation d'aujourd'hui. Et que ça, c'est un outil tellement facile, tellement lié au plaisir qu'on peut que d'en vouloir encore quand on y a goûté. Et souvent, je raconte cette histoire, on va finir par là. Elle se passe dans un village où depuis très longtemps, sur la place, il y a un énorme rocher. Et les gens se sont demandé quoi faire avec ce rocher, mais c'est vraiment une masse très importante et les projets coûtaient un peu cher. Donc on s'est habitué au rocher, on l'a laissé là, jusqu'au jour où un artisan sculpteur passe dans le village et voit le rocher, et c'est sa matière. Donc il s'en approche, il le touche, il le frappe, il en fait le tour, il réfléchit, et il demande à être convoqué par les élus du village. Donc, on l'accueille à une séance, on écoute son projet, on trouve ça intéressant, on détermine des honoraires, il est d'accord. Et durant la semaine, les ouvriers communaux mettent des barricades autour du rocher pour qu'ils puissent travailler en paix. Durant quelques mois, on entend le bruit du burin et du marteau, et un jour, on apprend que l'œuvre est terminée. Et donc, elle va être inaugurée le dimanche d'après, lors d'un apéro municipal. Et donc, le dimanche arrive, le maire tire la toile que les ouvriers ont mis pendant la nuit, et tout le monde peut découvrir que le rocher a été sculpté dans la forme d'un superbe cheval. On s'extasie, on fait des commentaires, on aime, on n'aime pas, mais c'est l'occasion d'une réjouissance, on sert l'apéro. Or, pendant qu'on sert l'apéro et que les adultes trinquent, un petit garçon qui tenait la veste de son papa lâche la veste de son papa, se faufile entre les grandes personnes et vient se camper devant l'artisan et lui pose cette question: « Monsieur, comment avais-tu deviné qu'il y avait un cheval dans le rocher ?» J'aime bien cette histoire parce que je peux dire la même chose à propos des jeux. Dans notre motivation à mettre des jeux au cœur de nos familles, pour transformer nos familles, pour transformer ce qui est derrière notre famille, nos réseaux, notre humanité, devant quel jeu je tressaillis, parce que entre mes mains, sous forme de cadeaux, en étant préparés, ils deviendront une œuvre de vie et de transformation. Et seront une promesse qui vaut la peine. Super.
Merci beaucoup Pascal pour toutes ces réflexions et puis pour ton recul et ton expérience très précieuse.